Poutine avait l'intention de planter un couteau dans le cœur battant de la logistique de Donetsk, en Ukraine. Au lieu de cela, l'Ukraine a déchaîné l'enfer. L'Ukraine a fait de Donetsk un enfer en déchaînant une fureur ardente sur la ville occupée par les Russes. Pour Poutine tenait le pire est à venir. Lors de son offensive estivale, il a jeté son dévolu sur Pokrovsk. Cette petite ville est une cible stratégique clé à la fois pour la Russie et l'Ukraine, en raison de sa position vitale sur le front est de la guerre en Ukraine. Actuellement, Bakhmut reste sous contrôle ukrainien et sert de centre logistique avec l'aide de Pokrovsk. Elle est située à un carrefour clé permettant à l'Ukraine d'approvisionner ses troupes combattant les Russes dans le Donetsk. Poutine veut couper cette ligne d'approvisionnement, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il doit prendre Pokrovsk. Comme le souligne Euronews, la ville se trouve à seulement 200 km de la frontière administrative du Donetsk. La prise de Pokrovsk créerait un accès direct à la frontière. Une fois la frontière tombée, Poutine pourra prétendre avoir le contrôle total du Donetsk, d'où l'évidente raison de la lutte pour Pokrovsk. L'Ukraine doit tenir la ville pour des raisons logistiques et empêcher Poutine de contrôler le Donetsk. Poutine la veut pour les raisons opposées. Cet été, il a mis en place de nombreux plans pour la prendre. C'est ce qu'écrit Tchouk Farah dans le Kiev Post le 9 juillet. Il souligne que les plans de la Russie pour Pokrovsk sont profonds dans leur simplicité et leur brutalité. Le président russe a ordonné le rassemblement de 110 000 soldats dans la région, qui ont été envoyés pour renforcer la 8e armée combinée que Moscou avait déjà affectée à la prise de Pokrovsk. Ensemble, ces troupes constitueraient l'essentiel de la puissance offensive de la Russie, Vladimir Poutine prévoyant de les envoyer dans des assauts en vagues humaines contre les défenses ukrainiennes. Le plan était simple, envoyer de plus en plus de troupes jusqu'à ce que l'Ukraine plie et cède. Farah fait remarquer que ces troupes n'allaient pas entrer dans Pokrovsk sans blindés ni munitions. Les 110 000 soldats sont arrivés avec des unités d'artillerie, des véhicules blindés et de l'infanterie mécanisée, ainsi qu'un énorme stock d'armes destiné à lancer une dernière attaque terrible sur Pokrovsk. Mais avant cela, les soldats devaient se positionner. Selon Farah, vers la fin du printemps, les soldats russes se sont infiltrés dans les zones de rassemblement près de Donetsk. Ils ont peut-être profité du curieux cessez-le-feu de la journée de la victoire, déclaré par Poutine en mai comme couverture. Grâce à 3 jours sans bombardement, les soldats ont pu rejoindre leur position. Ces soldats étaient sous le commandement du chef de la 8e armée, combiné le colonel Ruslan Goryachkin. Choisi par Poutine pour son organisation et sa brutalité, Goryachkin a positionné son immense groupe de soldats. Il a aussi veillé à ce que la prochaine offensive soit bien approvisionnée. Niché au cœur d'une localité appelée Kartsk, se trouvait une installation de stockage de munitions qui fournirait aux 110 000 soldats tout ce dont ils avaient besoin. Selon Farah, le colonel Goryachkin avait tout misé sur une seule chose, ce qui est une grave erreur d'après un vieux dicton. En termes d'investissement, mettre tous ses œufs dans le même panier signifie que vous consacrez tout votre argent à un seul type d'investissement. Si cet investissement s'effondre, votre solde bancaire aussi. Mais dans l'armée, cela a une autre signification. Lorsque tout ce que vous possédez se trouve dans un seul panier, vous créez une énorme cible pour que l'ennemi puisse attaquer. Goryachkin a appris cette leçon trop tard, mais pour le moment, le commandant russe croyait tout maîtriser. Ayant été informé à Moscou avant son retour à Donetsk, ses troupes étaient en position, avec assez de nourriture, de carburant et de munitions. Il était prêt à frapper tel un serpent, mais quelqu'un observait tout ce que Goryachkin faisait. À l'insu du commandant, les unités de renseignement d'origine électromagnétique de l'Ukraine, ou renseignement d'origine électromagnétique, avaient observé chaque plan soigneusement élaboré par Goryachkin. Après observation et attente, ils avaient repéré le centre de commandement établi par le dirigeant russe près de Donetsk. La technologie guidait le renseignement d'origine électromagnétique. Grâce à la radiogoniométrie, les unités ukrainiennes ont localisé le quartier général d'où serait coordonnée l'offensive de Pokrovsk par Poutine, en analysant le trafic des signaux. Cette information s'est rapidement propagée parmi les soldats ukrainiens à Donetsk, révélant à l'Ukraine qu'elle avait découvert quelque chose d'important. Le centre de la prochaine opération russe se situe à Donetsk, tout était en place. D'un côté, il y avait un commandant russe qui pensait avoir rassemblé tout ce dont ses forces auraient besoin pour lancer l'assaut massif qui ferait enfin tomber Pokrovsk. De l'autre côté se trouvait l'Ukraine. Bien qu'ayant moins de troupes que Goryachkin, elle s'était connectée à la ligne de vie qui allait soutenir ses soldats russes. Les deux camps avaient dans leur plan. Goryachkin a lancé le sien en premier. Goryachkin a lancé une offensive rampante, comme l'appelle la British Broadcasting Corporation, plutôt que d'envoyer tous ses soldats d'un coup. De petites unités de soldats, parfois soutenues par des blindés et de l'artillerie, ont attaqué les positions autour de Pokrovsk, dans le but d'épuiser les ressources ukrainiennes. L'Ukraine ripostait, épuisant ses munitions sur les premières vagues ennemies, dans le but de les user. Utiliser les soldats comme chair à canon pour éroder les défenses de l'Ukraine jusqu'à leur effondrement. Avec ce plan,
Goryachkin comptait créer un chaudron qui verrait ses soldats semi-encercler les troupes ukrainiennes autour de Pokrovsk afin que la Russie puisse attaquer de plusieurs côtés. L'Ukraine avait anticipé cela. Pendant que ses défenseurs en première ligne repoussèrent les tentatives d'avancée russes, les chasseurs bombardiers ukrainiens préparaient leur propre plan. Le 30 juin, 6 avions de chasse ont décollé et se sont dirigés vers Pokrovsk, à l'est. United 24. Media a fourni les détails de base dans un rapport du 1er juillet couvrant l'attaque. Il indique que des explosions ont secoué Donetsk, l'un des chasseurs ukrainiens ayant détruit une usine métallurgique près de Pokrovsk. Ces frappes auraient impliqué des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni. Ces missiles longues portées sont devenus une arme puissante, quoique limitée en nombre, pour l'Ukraine. Des images et une vidéo sur Telegram montrant l'usine en flammes suite à ce qui semblait être une frappe ukrainienne réussie ont commencé à circuler en ligne. Andriy Kovalenko, chef du centre anti-désinformation ukrainien, a rapidement salué la frappe, la qualifiant de travail précis contre les Russes dans le Donetsk temporairement occupé. C'est très intense là-bas. Mais ce n'est que quelques jours plus tard que nous découvririons toute l'ampleur des dégâts causés par l'Ukraine aux forces russes de Pokrovsk. Selon l'article de Farah, 6 chasseurs bombardiers ukrainiens ont décollé après le coucher du soleil le 30 juin 2025 et se sont dirigés vers l'est, en approchant de Donetsk occupé. 2 appareils ont largué des leurres aériens ADM, 160 Miniature Air Launch Decoy Minota. Chaque leurre. Miniature Air Launch Decoy est un concentré volant de techniques de guerre électronique conçu pour supprimer et distraire les défenses aériennes ennemies. Rugissant dans la nuit, les Miniature Air Launch Decoy se sont dirigés vers le nord-est, alors que le groupe d'attaque arrivait du sud-ouest. Ces 2 appareils servaient de leurre. 4 des 6 appareils ont tiré les redoutables missiles Storm Shadow, un plan brillant. Les défenses aériennes russes, près de Pokrovsk, se sont activées, mais ont tiré sur les mauvaises cibles. De nombreux leurres étaient détruits, tandis que les missiles Storm Shadow, plus furtifs et plus rapides, fonçaient vers leurs cibles. Les missiles ont réduit la distance, puis ont frappé. Le quartier général ukrainien identifié dans l'usine métallurgique mentionnée par United 24 a été détruit instantanément. Avec lui est parti le chef de l'assaut russe sur Pokrovsk. Goryachkin n'avait rien anticipé de cela. Il était persuadé que sa stratégie de tout miser sur une seule carte serait gagnante, qu'il attendait tranquillement dans ce même quartier général pendant que ses troupes lançaient leurs petites vagues d'assaut humaines. Il était peut-être trop arrogant ou à sous-estimer les réelles capacités de son adversaire. Il pensait qu'il n'aurait à se soucier que d'un combat au sol, car les défenses aériennes russes protégeraient son quartier général de toute attaque venue d'en haut. Il s'était trompé. Une fois la poussière retombée et l'enfer déclenché par l'Ukraine sur le quartier général de la 8e armée combinée commençait à se dissiper, il a été révélé que Goryachkin faisait partie des victimes, et il n'était pas le seul. En une seule frappe, dit Farah, l'Ukraine a réussi à éliminer le chef de l'offensive de Pokrovsk de Poutine, ainsi que la majorité de son état-major et plusieurs commandants subordonnés. L'Ukraine avait non seulement coupé la tête de l'opération russe, mais aussi pris les bras, le cou et le torse, laissant les jambes courir partout, paniquées et sans but. Pour plus de détails sur les réalisations de l'Ukraine le 30 juin, regardez notre vidéo qui approfondit cette frappe. Regardez-la pour en savoir plus sur le sort de Goryachkin, qui était mort. L'Ukraine aurait pu se reposer sur ses lauriers à ce moment-là. Sans commandant, les vagues d'assaut russes, déjà peu organisées, seraient encore plus vulnérables face aux défenseurs ukrainiens. Mais détruire le quartier général de la 8e armée combinée et son chef ne suffisait pas. L'Ukraine savait devoir aller plus loin. Il y avait un grand dépôt de munitions qui continuait d'approvisionner les troupes russes, bien qu'elles opéraient désormais sans structure de commandement. Ces munitions rendirent les soldats russes dangereux. L'Ukraine devait les éradiquer. Quelques jours plus tard, le 2e coup d'un enchaînement dévastateur allait frapper. Alors que les soldats russes fouillaient les restes en flammes de l'ancien quartier général de la 8e armée combinée, l'Ukraine identifiait déjà et préparait sa prochaine cible. Le service de sécurité ukrainien, serait impliqué dans la seconde frappe, tandis que la première utilisait les puissants missiles Storm Shadow, fournis par le Royaume-Uni. L'attaque de suivi par drone du service de sécurité ukrainien visait à contourner furtivement les défenses aériennes restantes, pour plus de précision. Selon Metzer, la Russie avait laissé à Donetsk des armes pour détruire le dépôt de munitions de Kartsysk mentionné précédemment. Selon les informations, le 2 juillet au soir, vers 22 h, l'Ukraine a lancé son attaque avec un premier drone du service de sécurité ukrainien atteignant sa cible. D'autres vagues allaient en suivre. Mais la première frappe a presque détruit le dépôt de munitions. Pourquoi? Comme l'écrit Farah, l'installation était une cible idéale dans le sens où elle était remplie du type d'explosif dont l'Ukraine avait besoin pour la détruire.
Les frappes de drones ont ciblé avec précision les munitions explosives, déclenchant des explosions secondaires après l'impact. Selon des sources, les propres munitions de la Russie se sont enflammées, provoquant une série d'explosions en chaîne qui a détruit l'installation de Kartsysk. L'inflammation des palettes de munitions a déclenché l'explosion d'autres obus et bombes stockées à proximité. Les explosions ont illuminé le ciel et secoué la terre, avec des détonations perceptibles jusqu'à 20 km à la ronde. Ça fait 124 miles, dit Farah. Normalement, Poutine serait furieux de perdre un dépôt de munitions, mais il sait que ses troupes peuvent en compter sur d'autres réserves. Mais tu te souviens de ce qu'on a dit plus tôt? Les œufs dans le même panier. Goryachkin avait entreposé pratiquement toutes les munitions que la Russie comptait utiliser pour son offensive sur Pokrovsk à cet endroit unique. Maintenant, tout était en flammes. Ce que Farah appelle le cœur battant de toute l'opération logistique de Poutine s'était vidé de son sang. En plus de cela, des milliers de missiles solaires, roquettes et lance-roquettes multiples ont disparu. Cela n'aurait pas seulement un impact sur l'offensive de Pokrovsk. Perdre l'installation de Kartsysk signifiait que la Russie aurait des difficultés ailleurs, dans le Donetsk. L'installation a brûlé pendant des heures après l'attaque ukrainienne. Farah dit que les témoins oculaires ne trouvaient pas d'autres mots pour la décrire qu'un paysage infernal de flammes qui semblait sans fin. Tout comme lors de l'attaque contre le quartier général de la 8e armée combinée. L'Ukraine a soigneusement choisi et planifié la destruction de sa cible, puis a frappé avec une précision mortelle. Soudainement, tous les plans d'été de la Russie pour Donetsk se sont évaporés. Plus de commandement ni d'armes. Tout ce qu'il reste à Poutine, ce sont des corps chauds qu'il continue d'envoyer à l'assaut. Sachant qu'ils ne pourront guère faire plus qu'absorber quelques munitions ukrainiennes, sans aucune suite derrière. Selon Farah, avec leurs réserves de munitions détruites, les soldats russes sont abandonnés, exposés, sous-équipés et confrontés aux défenseurs ukrainiens expérimentés au combat. Les forces d'occupation à Donetsk sont confrontées à une réalité sombre, absence d'obus, de missiles et de commandement. Comment la situation pourrait-elle empirer pour Poutine à Donetsk? La réponse est simple. Sams, nous avons mentionné plus tôt que la Russie stockait ses missiles solaires dans l'installation de Kartsysk. Ces missiles sont cruciaux pour que la Russie défende le territoire déjà conquis à Donetsk, une zone étendue. Selon le New York Times, la Russie contrôlerait environ les 2/3 de l'oblast, un vaste territoire qu'elle doit défendre contre les contre-attaques ukrainiennes. Poutine voulait utiliser ce territoire comme base pour son offensive estivale. Avec la perte de ses systèmes de défense anti-aérienne, il risque maintenant de voir l'Ukraine reprendre une partie du Donetsk. Les défenses aériennes russes dans l'oblast sont à court de munitions et ne peuvent plus tirer efficacement. Cela nous amène à la suite. Comme l'écrit Farah, beaucoup d'autres choses arrivent de la part de l'Ukraine et de ses forces talentueuses. Elle exploite déjà la crise des systèmes de défense anti-aérienne russes à Donetsk. L'armée de l'air ukrainienne, longtemps limitée par les défenses russes, peut maintenant larguer des bombes guidées air-sol moyennes portées Hammer sur les troupes ennemies grâce à un ciel dégagé. Le timing était d'une précision chirurgicale selon Farah, c'est l'essentiel. Avec ces 2 frappes à Donetsk, l'Ukraine n'a pas seulement paralysé la capacité de la Russie à avancer dans la région. La protection de Pokrovsk, bien que prioritaire, n'était pas le seul point à l'ordre du jour pour l'Ukraine. Avec la destruction du principal dépôt de munitions russes à Donetsk et sans commandant pour organiser la défense, la Russie est vulnérable à des attaques aériennes sans précédent dans la région. Des couloirs aériens sûrs ont été ouverts pour les chasseurs ukrainiens, dont les pilotes savent désormais qu'il y a beaucoup moins de missiles solaires à Donetsk. Ces pilotes vont bientôt lâcher les marteaux. Ces kits de bombes français permettant à l'Ukraine de transformer ses bombes non guidées en munitions guidées. Elle peut être lancée jusqu'à 70 km derrière les lignes de front. Même avant que l'Ukraine ne détruise le dépôt de munitions russe, l'Ukraine utilisait déjà ce marteau à bon escient. Le 15 juin, l'un de ses MiG-29 a lancé une paire de bombes marteau sur une position d'opérateur de drones russes à Donetsk, l'effaçant de la carte. Les défenses aériennes russes étant désormais privées de la seule chose dont elles avaient un besoin pour stopper les chasseurs ukrainiens. Ce type de frappe deviendra plus fréquent et touchera plus profondément le cœur de l'opération de Poutine à Donetsk. La Russie a non seulement perdu la capacité d'attaquer Pokrovsk, mais aussi le principal moyen de défendre le territoire de Donetsk qu'elle avait déjà conquis. Cependant, Poutine aurait pu se réconforter en pensant que l'Ukraine n'a qu'un nombre restreint de marteaux à utiliser. Certes, la France, qui fabrique les kits de guidage, a annoncé qu'elle allait en construire et en fournir environ 1200 à l'Ukraine, d'ici la fin 2025. Cela représente une hausse de 40% comparée à 2024, mais c'est insuffisant pour l'Ukraine afin de reprendre Donetsk. Poutine pensera qu'il a raison. Mais tout réconfort que Poutine pourrait tirer de cette idée disparaîtra rapidement lorsqu'il se rendra compte que les marteaux ukrainiens ne sont pas les seules munitions guidées dont ses troupes à Donetsk doivent se méfier. Le 25 juin, United 24 Media
a rapporté que l'Ukraine avait développé ses propres kits de guidage pour ses bombes aériennes, guidées non guidées, imitant essentiellement les kits que la Russie utilise pour fabriquer ses bombes planantes. L'Ukraine a créé un kit qui lui permet d'envoyer ses bombes jusqu'à 60 km dans le Donetsk, avec l'intention de porter cette portée à 800 km à l'avenir. Le financement et la production demeurent des défis pour le Glide Kit, mais c'est l'essentiel à retenir. L'Ukraine ne dépend plus uniquement de ses partenaires occidentaux pour obtenir les armes dont elle a besoin pour tirer parti de ses succès dans le Donetsk. L'Ukraine fabrique elle-même ses armes, augmentant sa production pour faire reculer Poutine dans le Donetsk. Tout cela nous amène au 11 juillet. Un peu plus d'une semaine après que la double frappe de l'Ukraine a dévasté les forces de Poutine dans le Donetsk. Le dirigeant russe tente encore de progresser vers Pokrovsk, n'ayant pas d'autre option. Peu importe les dégâts causés par l'Ukraine, Poutine veut toujours prendre le Donetsk. Pour cela, il doit prendre Pokrovsk pour affaiblir l'Ukraine, et ouvrir la voie vers la frontière administrative, malgré l'affaiblissement de ses forces. Les attaques qu'il lance, bien que nombreuses, ne sont pas suffisamment soutenues, parce que les munitions censées les appuyer ont disparu. Les plans d'été de Poutine ont changé. Selon Euromiden Press, le 2 juillet, le dirigeant russe ne se focalise plus sur ses gains territoriaux restreints en Ukraine. Il tente plutôt de faire croire qu'il se concentre sur la conquête de l'ensemble du pays. Toute l'Ukraine est à nous, a déclaré Poutine aux participants d'un forum économique à Saint-Pétersbourg vers la fin du mois de juin. Poutine voulait faire une déclaration triomphale en affirmant que partout où le soldat russe pose le pied, c'est à eux. En fait, c'est un aveu que ces soldats ne parviennent pas à conquérir le territoire que Poutine chérit. Poutine clame qu'il prendra toute l'Ukraine, mais le pays lui résiste farouchement. Pokrovsk ne devrait pas tomber cet été. Cet échec causera davantage de pertes dans les troupes de Poutine. Des pertes pour les forces de Poutine, et un regain de morale nécessaire pour l'Ukraine, alors qu'elle essaie de reprendre les territoires arrachés par la Russie depuis des mois et des années. Nous avons récemment mentionné les bombes planantes de l'Ukraine. Pour en savoir plus sur ces bombes et leurs capacités, regardez notre vidéo. Nous expliquons comment ces armes deviendront insaisissables pour les forces russes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour suivre les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci comme toujours de regarder.